Une seule phrase a suffi pour transformer un restaurant new-yorkais animé en cimetière. Lorsque Vincent Romano, le capot de la côte Est, est frappé du poing sur la table et murmuré un ordre dans un dialecte sicilien si ancien et si tranchant qu'il ressemblait à une lame. Personne n'a bougé. Les gardes du corps se sont figés. Le gérant tremblait, mais une voix douce et posée, un rugissement, a rompu le silence terrifiant, lui répondant dans un italien parfait et fluide. Ce n'était pas un locataire de gauche. Ce n'était pas un patron rival. C'était la fille qui versait l'eau. Et à ce moment-là, la serveuse ne se contenta pas de servir une boisson. Elle signa son propre arrêt de mort, ou peut-être son destin. Le bruit des couverts tombant sur le sol résonna comme un coup de feu. Au La Masque, sans doute le restaurant italien le plus prétentieux et le plus exclusif de Manhattan, faire tomber une fourchette était un péché. Mais ce soir-là, cela ressemblait à un crime capital. Sophie se figea, sa main serrant si fort le pichet d'eau glacée que ses jointures blanchirent. Ce n'était pas elle qui avait fait tomber la fourchette. C'était Brad, le serveur, un adolescent nerveux qui semblait sur le point de s'évanouir. Mais Brad n'avait aucune importance. Personne n'avait d'importance à ce moment-là, sauf l'homme assis à la table 4, Vincent Romano. Même si vous ne regardiez pas les informations, vous le connaissiez. Ou plutôt, vous le sentiez. Il ne ressemblait pas aux gangsters des films, avec leurs costumes rayés flashy et leurs cigares. Il était bien plus terrifiant, car il ressemblait à un PDG. Il portait un costume sur mesure gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel de Sophie. Ses cheveux noirs étaient lissés en arrière, révélant un visage d'une beauté ravageuse, mais sculpté dans le granit. Ses yeux, cependant, posaient un problème. Ils étaient froids, morts, et fixaient actuellement le serveur tremblant avec l'intensité d'un loup observant un lapin blessé. Le restaurant, d'habitude rempli du tintement des verres et des conversations à voix basse, était devenu silencieux. L'air était lourd, suffocant. Vincent ne cria pas. Il ne renversa pas la table. Il se pencha simplement en avant. Sa voix était grave, rauque et à peine audible au-dessus de la table, mais elle atteignait pourtant tous les coins de la pièce. Stupide. Ce garçon est inutile. Virez-le avant que je ne le massacre ici même. C'était du sicilien, pas l'italien classique enseigné dans les universités. Mais la vieille langue, celle des collines, des vendettas et des sols rocailleux. C'était un dialecte spécifique à la région occidentale de la Sicile, épais et impénétrable pour une oreille non avertie. Le directeur, un homme en sueur nommé M. Henderson, qui insistait pour être appelé Msure Henry, se précipita, se tordant les mains. « Monsieur Romano, s'il vous plaît, tout va bien? Puis-je vous aider? » Vincent l'ignora. Il garda les yeux fixés sur le serveur, sa main glissant lentement vers le couteau à viande posé sur la nappe blanche. La menace était palpable. La violence était imminente. M. Henderson regarda autour de lui avec affolement. Il ne comprenait pas ce qui venait d'être dit. Aucun des gardes du corps ne bougea. Ils attendaient un signal. La tension était aussi tendue qu'une corde de piano, prête à se rompre et à décapiter quelqu'un. Sophie ne réfléchit pas. Son corps réagit avant que son cerveau n'ait le temps de lui crier d'arrêter. Elle s'avança et remplit le verre vide devant Vincent d'un jet d'eau régulier. « Non, inutili, Don Vincenzo », dit-elle doucement. Sa voix était calme, son accent impeccable, correspondant parfaitement à la cadence spécifique de son propre dialecte. « Assolution power imu manukori ». Il n'est pas inutile, Don Vincenzo. Il a juste peur. La peur fait trembler les mains, mais pas le cœur. Le silence qui suivit était plus lourd qu'auparavant. Vincent Romano s'arrêta. Sa main se figea à quelques centimètres du couteau. Lentement, douloureusement lentement, il tourna la tête. Pour la première fois de la soirée, la pièce sembla disparaître. Le serveur terrifié, le gérant en sueur, les gardes armés. Ils se fondirent tous dans le décor. Vincent leva les yeux, ses yeux sombres se fixant sur ceux de Sophie. Elle n'était personne, juste une serveuse vêtue d'un uniforme noir trop grand, les cheveux bruns tirés en arrière en un chignon désordonné. Elle ne portait ni bijoux, ni maquillage, rien qui puisse attirer l'attention. Et pourtant, elle venait de parler à l'homme le plus dangereux de New York dans le dialecte de sa grand-mère. « Qu'avez-vous dit ?» demanda Vincent, mais cette fois en anglais. Sa voix était dangereusement douce. Sophie déglutit, la gorge sèche,
mais elle soutint son regard. Elle connaissait les règles. Si vous montrez votre peur à un prédateur, vous devenez sa proie. Je dis, il a juste peur, monsieur. Vincent l'étudia. Ce n'était pas un regard d'admiration, c'était un regard calculateur. Il la disséquait. Vous parlez la vieille langue. D'où venez-vous? Palmo Corleo. Hoboken. Sophie mentit. Son visage était un masque de politesse. De l'eau, monsieur? Le coin de la bouche de Vincent trembla. Ce n'était pas un sourire. C'était un avertissement. Laissez la bouteille, ordonna-t-il sans rompre le contact visuel. Asseyez-vous. Monsieur Henderson eut le souffle coupé. Monsieur, elle est en service, elle ne peut pas. Je vous ai dit de vous asseoir, lança Vincent d'une voix autoritaire, aussi claquante qu'un coup de fouet. Sophie posa la photo. Elle lissa son tablier. Elle sentait les regards de tous les clients posés sur son dos. Elle savait de quoi cela avait l'air. On aurait dit le début d'une histoire à la Cendrillon. Mais Sophie savait bien que ce n'était pas une romance. C'était un interrogatoire. Elle tira la chaise en face de lui et s'assit. « Qui êtes-vous » demanda Vincent en se penchant en arrière, ses doigts tambourinant lentement et rythmiquement sur la table. « Sophie » répondit-elle. « Juste Sophie. Sophie de Hoboken, qui parle un dialecte qui n'est plus parlé correctement depuis 20 ans, songea Vincent. Il plongea la main dans la poche de sa veste. Les gardes du corps se raidirent. Sophie ne broncha pas. Il sortit un étui à cigarette en argent, en prit une et l'alluma, ignorant les panneaux « Interdiction de fumer » qui ornaient les murs. « Savez-vous qui je suis, Sophie? Tu es l'homme qui terrifie le serveur, » répondit-elle. Le silence retomba sur la table. L'un des gardes du corps, un colosse nommé Rocco, s'avança, la main sur son étui. « Surveille ton langage, ma fille. » Vincent leva la main pour l'arrêter. Il tira une bouffée sur sa cigarette, la fumée s'enroulant autour de son visage. « Tu es courageuse ou stupide? Je n'ai pas encore décidé. »« Je veux juste finir mon service, » dit Sophie. « Et j'aimerais que Brad finisse le sien sans se blesser. » Vincent rit. C'était un rire sec et humoristique. « Tu penses pouvoir le sauver? »« Je pense, » dit Sophie en se penchant légèrement vers lui et en repassant au dialecte sicilien. Un roi n'a pas besoin de tuer un serviteur pour prouver sa force. Vincent plissa les yeux. L'air entre eux crépitait d'électricité. Il la fixa pendant une longue minute angoissante. Puis, brusquement, il se leva. Il fouilla dans sa poche, en sortit une liasse de billets de 100 $ et les jeta sur la table. Le dîner est terminé. Il regarda Sophie une dernière fois. « Tu as raison. Un roi ne tue pas ses serviteurs. » Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. Mais il capture les rênes. Ne quittez pas la ville, Sophie. Sur ces mots, il se retourna et sortit, son entourage le suivant comme une sombre tempête. Sophie resta seule à table, l'odeur de son eau de Cologne coûteuse et de la fumée de tabac stagnant dans l'air. Ses mains, qu'elle avait gardées parfaitement immobiles sous la table, tremblaient maintenant de manière incontrôlable. Elle était certaine d'une chose. Sa vie de simple serveuse était terminée. Sophie ne rentra pas directement chez elle. Elle ne pouvait pas. Après l'incident au Lamasque, M. Henderson l'avait pratiquement poussé vers la porte de derrière, lui disant de prendre le reste de la semaine de congé. Il était terrifié. Il pensait qu'elle était un boulet, un paratonnerre qui venait d'attirer la tempête du siècle. Il avait raison. Elle marchait rapidement dans les rues pluvieuses de Manhattan, ses baskets éclaboussant les flaques d'eau. Elle gardait la tête baissée, vérifiant son reflet dans les vitrines des magasins, non pas pour arranger ses cheveux, mais pour voir si elle était suivie. Elle n'était pas Sophie de Hoboken. C'était le mensonge qu'elle avait raconté au fisc et à son propriétaire. Son vrai nom était Sophia DeMarco, et elle avait passé les 10 dernières années à essayer d'oublier la langue qu'elle venait de parler. Son père avait été conseiller auprès d'une des vieilles familles de Chicago. C'était un homme de parole, pas de violence, mais dans cette vie-là, les mots étaient souvent plus dangereux que les balles. Lorsque la guerre interne avait éclaté, son père l'avait emmené et s'était enfui. Il lui avait appris à être invisible. Ne parle jamais cette langue, Sophia. C'est un phare. Elle attire les monstres. Ce soir, Santi avait allumé le phare. Elle tourna au coin de la 34e rue, en direction du métro. Elle devait faire ses valises. Elle devait déménager. Si Vincent Romano enquêtait sur Sophie de Hoboken, il se retrouverait dans une impasse. Et les hommes comme Vincent n'aiment pas les impasses. Ils les détruisaient. Un SUV noir ralentit à côté d'elle. Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Elle serra son sac à main,
ses doigts se trouvant le petit spray au poivre attaché à ses clés. Stupide, pensa-t-elle. Du spray au poivre contre la famille criminelle Romano. Autant utiliser un pistolet à eau. Elle accéléra le pas. Le SUV suivit son rythme. La vitre s'abaissa. « Monte, Sophie », dit une voix. Ce n'était pas Vincent. C'était la brute du restaurant. « Rocco, je vais marcher. »« Merci », dit-elle sans s'arrêter. Ce n'était pas une demande, dit Rocco. Deux portières s'ouvrirent devant elle. Deux hommes en costume en sortirent, bloquant le trottoir. Ils n'étaient pas armés, mais leur posture, les jambes écartées, les mains prêtes à agir, lui indiquaient qu'il était impossible de s'enfuir. Sophie s'arrêta. Elle prit une inspiration, puisant dans le calme glacial que son père lui avait inculqué. « Suis-je en état d'arrestation? »« Vous êtes invité, » dit Rocco depuis la voiture. Le patron veut terminer la conversation. Il est 2 heures du matin. Le patron est un oiseau de nuit. Sophie regarda la rue. Elle était déserte. Aucun témoin. Si elle criait, il la pousserait simplement à l'intérieur. Si elle se débattait, elle perdrait. La coopération était la seule option qui lui permettrait de gagner du temps. « Très bien, » dit-elle, le menton levé. « Mais si je ne suis pas rentré à 3 heures pour nourrir mon chat, il va être de très mauvaise humeur. » Rocco eut un petit sourire narquois. Montée, elle se glissa sur la banquette arrière. Le cuir était souple, l'intérieur sentait le cuir et la menthe, mais la porte se verrouilla dans un bruit sourd qui ressemblait à celui d'une cellule de prison qui se referme. Ils roulèrent en silence. Sophie regardait la ville défiler, essayant de mémoriser l'itinéraire. Ils ne se dirigeaient pas vers un entrepôt ou un quai. Ils se dirigeaient vers le nord, vers l'Upper East Side. La voiture s'arrêta devant une maison qui ressemblait davantage à une forteresse. Des portes en fer forgé, des caméras de sécurité clignotant en rouge et des lions de pierre gardant l'entrée. C'était la tanière du lion. Rocco ouvrit sa porte. Avancée. Elle fut escortée dans un hall d'entrée plus grand que tout son appartement. Sol en marbre, lustre en cristal qui ressemblait à un sol pleureur fait de diamants, et des œuvres d'art au mur qui ne provenaient certainement pas d'IKEA. « Bibliothèque », murmura Rocco au garde. Ils la conduisirent dans un couloir bordé de portraits d'hommes à l'air sévère. Elle en reconnut quelques-uns grâce aux leçons d'histoire de son père. Les Romano étaient au pouvoir depuis la Prohibition. Ce n'était pas seulement un gang, c'était une dynastie. Les portes de la bibliothèque s'ouvrirent. C'était une pièce faiblement éclairée qui sentait le vieux papier et le whisky. Un feu crépitait dans la cheminée. Vincent se tenait près de la fenêtre, regardant la rue détrempée par la pluie. Il avait enlevé sa veste et retroussé ses manches, révélant des avant-bras musclés et un tatouage en forme de croix sur son poignet droit. « Tu n'as pas fui, » dit-il sans se retourner. « Je n'avais pas vraiment le choix, » répondit Sophie, debout près de la porte. « Tes gorilles sont très persuasifs. » Vincent se retourna. La lumière du feu projetait des ombres sur son visage, rendant ses pommettes plus saillantes et ses yeux plus sombres. Rocco est direct, mais efficace. Il se dirigea vers un bar et versa 2 verres d'un liquide ambré. Du bourbon, une race rare, à boire. Il lui tendit un verre. Sophie hésita. « Je ne bois pas pendant le travail. »« Tu n'es pas au travail, Sophie. Tu as été licenciée. » Sophie cligna des yeux. « Quoi? » Monsieur Henderson m'a appelé 10 minutes après mon départ. Il s'est excusé abondamment et m'a dit qu'il avait mis fin à ton contrat pour éviter d'autres perturbations. Vincent prit une gorgée, la regardant par-dessus le bord du verre. « Tu es au chômage, alors bois. » Sophie ressentit un élan de colère. Ce travail était horrible, mais il lui permettait de payer ses factures. « Tu m'as fait licencier. »« Je t'ai évité d'avoir à démissionner, » dit calmement Vincent. « Et parce que tu travailles pour moi maintenant. » Sophie rit, un petit rire incrédule. « Je ne travaille absolument pas pour toi. Je ne travaille pas pour des criminels. » Vincent posa son verre. La lueur espiègle dans ses yeux disparut, remplacée par un regard glacial et terrifiant. Il traversa la pièce en 3 longues enjambées et s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Elle dut tendre le cou pour le regarder. Il dégageait une chaleur et une puissance impressionnantes. « Tu n'es pas serveuse, » dit-il d'une voix grave. « J'ai vérifié ton nom. Sophie Miller, numéro de sécurité sociale délivré il y a 3 ans dans l'Ohio. Avant ça, rien. Tu n'existais pas. » Le cœur de Sophie s'arrêta de battre. « Tu parles un dialecte sicilien qui n'est parlé que dans les provinces occidentales.
en particulier par les familles impliquées dans la Cosa Nostra, continua Vincent en s'approchant, la forçant à reculer jusqu'à ce qu'elle heurte le lourd bureau en chaîne. Tu ne te comportes pas comme une servante, mais comme quelqu'un qui s'attend à être obéi. Tu n'as pas peur de moi, ce qui signifie que tu as vu pire que moi. Il posa ses mains sur le bureau de chaque côté d'elle, la piégeant. Je vais donc te le demander une dernière fois, et je te suggère de me dire la vérité avant que je ne perde patience, murmura Vincent, son visage à quelques centimètres du sien. Qui t'a envoyé? Es-tu une espionne pour la famille Moretti ou es-tu du FBI? Sophie le regarda dans les yeux. Elle y vit le danger, mais elle y vit aussi autre chose. De la paranoïa. Il était un roi sur un trône de couteau, attendant la lame qui mettrait fin à ses jours. « Je ne suis pas une espionne, murmura-t-elle, et je ne suis pas du FBI. Alors qui êtes-vous? Je suis une fille qui veut juste rentrer chez elle. Mauvaise réponse, grogna Vincent. Soudain, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Rocco se précipita à l'intérieur, le visage pâle. « Patron, nous avons un problème. » Vincent ne s'éloigna pas de Sophie. « Je suis occupé. C'est l'entrepôt dans le Bronx, dit Rocco d'une voix pressante. Il est en feu. Et ils trouvèrent un message peint sur la porte. Vincent finit par s'écarter, le charme rompu. « Quel message? C'est en italien, dit Rocco en jetant un regard nerveux à Sophie. Nous ne pouvons pas le lire. C'est encore cette vieille argot. Vincent jura entre ses dents. Il regarda Rocco, puis Sophie. Un sourire sombre et calculateur se dessina sur son visage. « Eh bien, dit Vincent en attrapant sa veste. On dirait que tu commences ton nouveau travail ce soir, Sophie. Je ne viens pas avec vous, protesta-t-elle. Vincent lui saisit le poignet. Sa prise était de fer, mais pas douloureuse, juste possessive. Tu veux prouver que tu n'es pas une espionne? Alors viens et traduis. Si tu me mens, je te tue. Si tu dis la vérité, eh bien, nous discuterons de ton indemnité de départ. Il la tira vers la porte. Bienvenue dans la famille, Zorro. Le trajet vers le Bronx fut d'un flou d'asphalte ruisselant et de tensions si épaisses qu'elle en était suffocante. Vincent ne parla pas. Il passa tout le trajet sur son téléphone, tapant furieusement, le visage éclairé par la lumière bleue froide de l'écran. Il ressemblait moins à un parrain de la mafia qu'à un général commandant une armée en déroute. Sophie était assise contre la porte, l'esprit en ébullition. Elle passait en revue tous les scénarios possibles. Si le message laissé à l'entrepôt était un graffiti de gang classique, elle pourrait falsifier une traduction. Elle pourrait dire qu'il signifiait la mort des Romanos et en finir avec ça. Mais s'il était spécifique, s'il s'agissait de ce dialecte, la voiture s'arrêta dans un crissement de pneus. « Reste près de moi », ordonna Vincent en ouvrant la porte. L'odeur la frappa en premier, du caoutchouc brûlé et des cendres humides. L'entrepôt était une bête squelettique contre le ciel nocturne, les flammes léchant le toit malgré la pluie battante. Les camions de pompiers étaient là, mais les équipes restaient en retrait, bloquées par un mur de SUV noirs et d'hommes en costume. La police était introuvable. Les Romano régnaient clairement sur le quartier. Rocco ouvrit un parapluie au-dessus de Vincent, mais le patron le repoussa. Il se dirigea droit vers les portes du quai de chargement, ses chaussures coûteuses craquant sur le verre brisé. Sophie le suivit, flanquée de 2 gardes. Là, Rocco désigna. La porte métallique principale avait été déformée par la chaleur, mais le mur de briques à côté était intact, recouvert de lettres rouges irrégulières et dégoulinantes, formant un message. Ce n'était pas seulement de l'italien. Ce n'était même pas du sicilien standard. C'était l'argot cryptique et rimé de l'Andrangheta, la mafia calabraise, mais déformé par le dialecte spécifique des collines occidentales de la Sicile. C'était un code hybride utilisé par un seul clan, celui que son père avait fui. Sophie sentit le sang se retirer de son visage. Ses genoux se mirent à trembler. Luzangu chama Luzangu. La Picherie de Turino à Cassa. Vincent fixa le message. Il regarda ses hommes. Eh bien, qu'est-ce que ça dit? L'un des locataires de gauche, un homme nommé Polly, se tortilla mal à l'aise. Ça parle de sang, patron. Le sang appelle le sang. Mais la deuxième partie, Picorida, c'est cette petite image. Vincent se tourna vers Sophie, ses yeux éteignent des vides sombres dans la lumière vacillante du feu. « Dis-moi. » Le cœur de Sophie battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Le sang appelle le sang.
La petite fille laisse rentrer chez elle. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'elle était à New York. L'incident au restaurant n'avait pas seulement alerté Vincent. Il avait alerté les fantômes de son passé. Si elle disait la vérité à Vincent, que le message la concernait, il comprendrait qu'elle était la cible. Et les hommes comme Vincent Romano ne gardaient pas leur cible près d'eux. Ils les utilisaient comme appât. Elle devait mentir. Mais ce devait être un mensonge parfait. C'est une menace, dit Sophie, la voix légèrement tremblante. Elle n'avait pas besoin de feindre la peur. J'avais compris, rétorqua Vincent. Traduit mot pour mot. Ça dit, le sang appelle le sang. Les dettes reviennent à la maison. Vincent plissa les yeux. Dettes? Des dettes en images. Dans le dialecte de la côte de Trapani? Oui, mentit Sophie avec aisance. C'est un terme argotique qui désigne les petites dettes qui grossissent avec le temps, comme les intérêts. Vincent examina le graffiti, puis il tourna son regard vers elle. Il chercha le tremblement dans ses yeux, la sueur sur son front. Sophie soutint son regard, canalisant chaque once de défiance qui lui restait. « Trapani » marmonna Vincent. « Je n'ai rien à faire à Trapani. La famille Moretti opère depuis Naples. Tu as peut-être un nouvel ennemi, suggéra Sophie à voix basse, ou un ancien que tu as oublié. » Vincent s'approcha du mur pour inspecter la peinture. Elle était encore humide. « Tu traduis vite, Sophie, et tu connais l'argot régional de Trapani. C'est très spécifique pour une fille de Hoboken. »« Ma grand-mère était originaire de Trapani, » dit Sophie. C'était l'histoire qu'elle racontait depuis des années. Elle m'a élevé. Elle jurait beaucoup. Vraiment? Vincent se tourna vers Rocco. Prends une photo. Envoie-la aux archives. Croise-la avec tous les associés connus de la région de Trapani au cours des 20 dernières années. Il se retourna vers Sophie. Et toi? Tu viens avec moi. J'ai fait ce que tu m'as demandé, supplia Sophie, les cheveux collés au visage par la pluie. J'ai traduit le message. Laisse-moi partir. Tu as traduit des mots, dit Vincent en s'approchant d'elle, la protégeant du vent de son large corps. Mais tu n'as pas expliqué le contexte. Pourquoi un clan de Trapani attaquerait-il un entrepôt des Romano? Nous avons une trêve. Je ne connais pas la politique. Je suis serveuse. Non. Vincent lui saisit doucement le menton, lui relevant le visage vers la lumière. Son pouce effleura sa mâchoire. Le contact fut électrique, les surprenant tous les deux. Tu es une énigme et je ne laisse pas les énigmes sans réponse, surtout quand elles apparaissent la nuit où mon entrepôt brûle. Une forte explosion provenant de l'intérieur de l'entrepôt brisa ce moment. Des éclats de verre pleuvaient des lucarnes. « Patron, nous devons partir » cria Rocco. « Le chef des pompiers menace d'appeler la garde nationale si nous ne partons pas. » Vincent ne lâcha pas son bras. « Allons au penthouse. Personne ne rentre chez soi ce soir. »« Mais ma chatte » s'écria Sophie. « Rocco nourrira ta fichue chatte » grogna Vincent. Il la traîna vers le SUV. « Monte dans la voiture, Sophie, avant que je ne décide de te laisser ici pour que le chef des pompiers t'interroge. » Alors que la voiture s'éloignait, Sophie regarda le bâtiment en feu. Les lettres rouges semblaient briller dans l'obscurité. La petite fille était rentrée chez elle. Elle n'était pas en sécurité. Ni à cause du feu, ni à cause des personnes qui l'avaient allumée, et certainement pas à cause de l'homme assis à côté d'elle, qui la regardait actuellement avec un mélange de suspicion et d'une faim qu'elle avait trop peur de nommer. Le bastion des Romano n'était pas seulement un penthouse. Il s'agissait des 3 derniers étages d'un gratte-ciel surplombant Central Park. C'était une forteresse de verre et d'acier, flottant au-dessus de la ville comme un dieu détaché. Le trajet en ascenseur fut silencieux. Sophie se tenait dans un coin, serrant ses bras autour d'elle. Elle avait froid, elle était mouillée et épuisée. Son uniforme sentait la fumée. Quand les portes s'ouvrirent, elle s'attendait à un donjon. Au lieu de cela, elle entra dans un salon plus grand que la plupart des halls d'hôtel, avec un sol en marbre blanc, des baies vitrées et des œuvres d'art moderne qui ressemblaient à des éclaboussures de violence sur les murs immaculés. « Rocco, verrouille le périmètre », ordonna Vincent, en jetant sa veste mouillée sur un canapé en cuir qui valait plus que la vie de Sophie. « Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation directe. Cela inclut mon frère. »« Oui, patron. » Rocco fit un signe de tête à Sophie. « Et elle? » « Elle reste dans l'aile des invités. Mettez un garde à la porte. »« Je suis prisonnière ?» demanda Sophie, sa voix résonnant dans le vaste espace.
Vincent se dirigea vers un bar et se servit un verre d'eau. Il se retourna et le lui tendit. « Vous êtes une invitée qui n'a pas le droit de partir. Il y a une différence. »« Pas légalement, » rétorqua Sophie, prenant le verre d'eau parce qu'elle était assoiffée. « La loi ne s'applique pas à cette hauteur, » dit calmement Vincent. Il déboutonna ses poignets et retroussa à nouveau ses manches. Il avait l'air fatigué. La façade de l'invincible aube s'effritait, révélant un homme portant le poids d'un empire. « Tu as besoin de vêtements secs. Il y a un peignoir dans la salle de bain. Prends une douche puis sors. Nous devons manger. Je n'ai pas faim. Je ne t'ai pas demandé si tu avais faim. J'ai dit qu'on devait manger. » Sophie lui lança un regard noir, mais elle se retourna et s'engagea dans le couloir qu'il lui indiquait. La suite d'invités était luxueuse. Un lit king size, une salle de bain avec une baignoire et une vue imprenable sur les toits de la ville. Elle entra dans la salle de bain et verrouilla la porte. Elle ouvrit le robinet de la douche pour couvrir le bruit, puis sortit immédiatement son téléphone jetable, un petit appareil qu'elle gardait caché dans sa chaussette. Elle a composé un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 4 ans. Ça a sonné une fois, 2 fois. « Parle », a répondu une voix déformée. « C'est moi », a murmuré Sophie, les larmes aux yeux. « Ils m'ont trouvé, le clan Vanzetti. Ils ont incendié un entrepôt Romano et m'ont laissé un message. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Romano l'a vu? » »« Oui, mais il ne sait pas que c'était pour moi. Je lui ai menti. Je lui ai dit que c'était à propos de dettes. Romano est intelligent, Sophia. Il va comprendre. Tu dois partir de là. Je ne peux pas. Il me retient dans son appartement. Il pense que je suis une espionne ou quelque chose comme ça. Il ne me laissera pas partir. Écoute-moi. Si les Vanzetti sont à New York, tu n'es en sécurité qu'avec Romano. Les Vanzetti t'écorcheront vive. Romano se contentera de t'interroger. Reste près de lui. Rends-toi utile. Je vais essayer d'organiser ton extraction, mais cela prendra du temps. Combien de temps? Quelques jours, peut-être une semaine. Survis, Sophia. Sois le fantôme que je t'ai appris à être. Le lion était mort. Sophie s'effondra sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains. Elle était prise au piège entre un monstre et un démon. Vincent Romano était dangereux, mais la famille Vanzetti, c'était des bouchers sadiques qui avaient massacré sa mère. Elle se leva. Elle ôta ses vêtements mouillés et entra dans la douche chaude, frottant sa peau pour enlever la fumée. Elle devait jouer son rôle. Elle devait être utile à Vincent sans révéler son identité. Quand elle sortit 20 minutes plus tard, enveloppée dans un peignoir blanc moelleux, elle trouva Vincent dans la cuisine. Il était en train de cuisiner. C'était une scène tellement domestique qu'elle s'arrêta net. Le terrifiant mafieux Don se tenait devant la cuisinière, remuant une casserole de sauce pour pâtes. Il avait enfilé un pantalon de survêtement gris et un t-shirt noir. Il avait l'air humain. « Carbonara », dit-il sans se retourner. « De la vraie carbonara. Pas de crème, juste des œufs, du pecorino et du guanti. » Sophie s'approcha de l'îlot de cuisine. « Tu cuisines ?» Ma mère insistait. Elle disait « Un homme qui ne sait pas se nourrir est un enfant. » Il mit 2 assiettes dans un plat et en glissa une vers elle. « Mange. » Sophie s'assit. L'odeur était enivrante. Elle prit une bouchée. C'était incroyable. « C'est bon, amit-elle. Je sais. » Vincent s'appuya contre le comptoir, la regardant manger. Il ne mangeait pas. Il buvait du vin, ses yeux suivant la ligne de son cou. « Tu m'as menti tout à l'heure. » Sophie s'étouffa avec une nouille. Elle toussa, cherchant son verre d'eau. « Quoi? À l'entrepôt? » dit doucement Vincent. « Tu as traduit les mots, mais tu as caché quelque chose. Je l'ai vu dans tes yeux. Tu as reconnu cet argot. Ce n'était pas seulement le dialecte de ta grand-mère, c'était personnel. » Sophie posa sa fourchette. « Tu imagines des choses. Vraiment? » Vincent contourna l'îlot. Il se plaça derrière sa chaise. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Il se pencha vers elle, sa voix grave résonnant dans son oreille. « J'ai demandé à mon analyste d'examiner la photo du graffiti, l'expression « Picherida », dans le milieu criminel des années 90. C'était le surnom de la fille de Marco DeMarco, le conseiller qui avait volé 10 millions de dollars à la famille Levanetti avant de disparaître. Sophie retint son souffle. Marco DeMarco avait une fille. Vincent continua, sa main posée légèrement sur son épaule. Elle s'appelait Sophia. Elle devait avoir à peu près ton âge. Il déplaça sa main vers ses cheveux, repoussant une mèche derrière son oreille. « Dis-moi, Sophie de Hoboken,
Ton père profite-t-il de sa retraite? Sophie se retourna brusquement sur sa chaise et repoussa sa main. Elle se leva et recula jusqu'à heurter le réfrigérateur. Je ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce pas? Vincent s'approcha. La famille Vanzetti te recherche. Ce message était un signal. Ils viennent te chercher, et s'ils te trouvent ici, ils déclencheront une guerre à ma porte. Alors laisse-moi partir, cria Sophie. Laisse-moi partir et j'emporterai la guerre avec moi. Non, dit Vincent. Il frappa du poing contre le réfrigérateur à côté de sa tête, l'enfermant dans un coin. Son visage était empreint de rage, mais aussi d'autre chose. De désespoir. Si tu pars, ils t'attraperont dans 1 heure et ils te tortureront pour trouver ton père. Et ensuite, ils viendront quand même sur mon territoire, parce qu'ils penseront que je te cache. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Pleura Sophie, les larmes coulant sur ses joues. Vincent la fixa du regard. La colère dans ses yeux s'adoucit pour laisser place à une intensité. Il regarda ses lèvres, puis releva les yeux vers elle. « Je veux la vérité, murmura-t-il, et je veux savoir pourquoi. Même si tu pourrais détruire mon empire, je ne peux m'empêcher de penser à ton regard lorsque tu m'as tenu tête dans ce restaurant. » L'air se raréfia dans la pièce. La tension passa de dangereuse à indéniablement sexuelle. Le regard de Vincent se posa à nouveau sur sa bouche. Il se pencha vers elle. Sophie ne recula pas. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais à cause d'une soudaine et irrésistible attraction magnétique. « Patron !» L'interphone mural émit un bourdonnement bruyant, brisant le moment. Vincent ferma les yeux et poussa un grognement de frustration. Il s'écarta, redressa sa chemise. Il se dirigea vers le mur et appuya sur le bouton. Quoi? Une brèche de sécurité dans le hall? La voix de Rocco crépita. Un camion de livraison vient de percuter les portes d'entrée. Nous avons des hommes armés dans le hall. Ils portent des masques. Vincent regarda Sophie. Vanzetti, ils sont là. Il fouilla dans un tiroir et en sortit un pistolet, un élégant Beretta noir. Il vérifia la chambre et se tourna vers elle. « Tu sais t'en servir ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Sophie. Son père lui avait appris. Vincent lui tendit le pistolet. « Bien, reste ici. Verrouille la porte. Si quelqu'un d'autre que moi franchit cette porte, tire. »« Où vas-tu? Les tuer ?» répondit Vincent calmement. « Bienvenue à notre premier rendez-vous, Sophie. » Il sortit, la laissant seule avec un pistolet chargé et le bruit des coups de feu qui éclataient 3 étages plus bas. Le silence dans le penthouse était pire que les coupes de feu. Les tirs avaient cessé, remplacés par un silence étouffant qui pesait sur les tympans de Sophie. Elle se tenait au milieu de la cuisine, le lourd Beretta tremblant dans ses 2 mains, pointé vers l'entrée de service. La voix de son père résonnait dans sa mémoire. « Une arme n'est pas une menace, Sophia. C'est une décision. Ne la pointe jamais à moins d'avoir déjà décidé de tuer. » Elle avait décidé que si les hommes de Vanzetti franchissaient cette porte, elle n'hésiterait pas. Elle en avait assez de fuir. Un bruit sourd contre la porte la fit sursauter. Puis la serrure électronique émit un bip. Elle était en train d'être forcée. Sophie prit une inspiration, stabilisa son arme et attendit. La porte s'ouvrit dans un sifflement. Une silhouette vêtue d'une tenue tactique noire trébucha à l'intérieur. Sophie serra le doigt sur la gâchette. « Ne tire pas. » La voix de Vincent était cassée, tendue et essoufflée. Il s'effondra contre le cadre de la porte, sa chemise blanche désormais tachée de rouge sur l'épaule gauche. Il ne tenait pas son arme. Il se tenait de le côté. « Vincent !» Sophie retira le cran de sûreté et se précipita vers lui, saisissant son bras valide pour le soutenir. « Tu m'as touché, c'est une égratignure !» grogna-t-il en fermant la porte d'un coup de pied et en la verrouillant. « Mais nous avons un problème plus grave. Ils contrôlent le hall d'entrée, ils contrôlent les ascenseurs et ils contrôlent les escaliers. Nous sommes piégés. Les Vanzetti et les mercenaires. » Vincent cracha ses mots en boitant vers l'îlot de cuisine. « Quelqu'un m'a trahi, Sophie. Quelqu'un leur a donné les codes de déverrouillage de mon système de sécurité. Seules 3 personnes ont ces codes. » Il attrapa une bouteille de vodka sur le comptoir, la déboucha avec ses dents et se versa le contenu sur l'épaule. Il siffla de douleur, les jointures de ses doigts blanchissant alors qu'il agrippait le comptoir en marbre. « On ne peut pas rester ici, » dit Sophie, son instinct de survie prenant le dessus. Elle attrapa un torchon propre et le pressa contre sa blessure. « S'ils ont les codes, ils seront là dans quelques minutes. »« Il y a un moyen de sortir, » dit Vincent en la regardant.
Ses yeux étaient fiévreux, mais concentrés. Mais tu ne vas pas aimer ça. Essaye. La chute à ordures, Sophie le fixa du regard. Tu plaisantes, tu portes des costumes à 3 000 $ et tu veux sauter dans un vide ordure. Il mène à un compacteur dans le sous-sol. Le compacteur a été réglé pour fonctionner à 4 heures du matin. Il est 3h15. Nous avons 45 minutes pour descendre, ramper et atteindre les tunnels du métro avant d'être écrasés. Une forte explosion secoua le sol. Les portes principales du penthouse étaient en train d'être enfoncées. « Allons-y », dit Sophie. Ils coururent vers la buanderie. La chute était étroite et sentait le café rassis et la pourriture. Vincent passa le premier, glissant dans l'obscurité sans un mot. Sophie le suivit dans cette descente terrifiante qui la plongea dans un cauchemar de claustrophobie. Ils atterrirent sur un tas de sacs poubelles dans une benne en acier. L'odeur était atroce, mais ils étaient vivants. Vincent gémit en roulant sur le sol. Son costume était ruiné, son visage couvert de crasse. Il aida Sophie à sortir. Sa prise était solide malgré sa blessure. « L'accès au métro se fait par les tunnels d'entretien », murmura-t-il. « Allez, on y va !» Ils ont parcouru le labyrinthe du métro new-yorkais, les rats s'enfuyant à leurs pas. Ils sont sortis 20 minutes plus tard par une grille dans une ruelle de Hell's Kitchen. La pluie continuait de tomber, lavant l'odeur d'ordure de leurs vêtements, mais les glaquant jusqu'aux os. « Ma voiture est suivie », dit Vincent, appuyé contre un mur de briques haletant. « Mes comptes seront surveillés. Nous sommes des fantômes, Sophie. Nous n'avons rien. »« Nous avons de l'argent liquide, » dit Sophie. Elle plongea la main dans son soutien-gorge et en sortit une liasse de billets de 20 $ humides, les pourboires qu'elle avait reçus en tant que serveuse. « Je ne les dépose jamais à la banque. » Vincent regarda l'argent, puis la regarda. Un sourire lent et incrédule se dessina sur son visage. « Je suis le roi de New York et je suis financé par la tirelire d'une serveuse. »« Tais-toi et marche, dit-elle en lui prenant la main. Ils élèrent un taxi jaune. Pas d'application, pas de suivi. Sophie donna au chauffeur une adresse dans le Queens, non pas celle de son appartement, mais celle d'un refuge que son père avait mis en place il y a 10 ans. Il lui avait dit de ne jamais l'utiliser, sauf si le monde touchait à sa fin. Ce soir, elle avait l'impression que le monde touchait à sa fin. L'appartement était un petit studio poussiéreux situé au-dessus d'une laverie automatique à Astoria. Il y avait un canapé-lit, une trousse de premiers secours et un téléphone à cadran. Sophie poussa Vincent sur le canapé, lui enlevant sa chemise. « Offre-moi d'abord un dîner », murmura-t-il en fermant les yeux. Il perdait du sang. « Vincent, reste avec moi », ordonna-t-elle. Elle lui retira sa chemise déchirée. La balle avait tracé un sillon dans son deltoïde. C'était douloureux, sanglant, mais pas mortel. Elle trouva la trousse de premiers secours, versa de l'alcool sur la blessure et commença à la recoudre avec une aiguille et du fil qu'elle trouva dans la boîte à couture. Vincent ne cria pas. Il se contenta de regarder son visage. « Tu as de bonnes mains, » murmura-t-il. « Tu es stable. »« Je cousais mes propres robes de bal, » dit Sophie, la voix légèrement tremblante maintenant que l'adrénaline s'estompait. « Et mon père m'a appris à recoudre une coupure quand je suis tombé de vélo. » « Ton père t'a appris beaucoup de choses. Il savait que ce jour arriverait. » Elle noua la suture et lui fit un bandage. Elle s'assit sur ses talons, épuisée. Sa blouse blanche était ruinée, couverte de suie et de son sang. Vincent tendit sa main valide et lui caressa la joue. Son pouce effleura sa lèvre inférieure. « Je suis désolé, » dit-il. Sophie le regarda. « Pourquoi? Pour être un parrain de la mafia? Pour t'avoir entraîné dans cette vie? Tu t'en es sorti. Tu étais Sophie de Hoboken. Tu étais en sécurité. » « Je n'ai jamais été en sécurité, » admit Sophie en se penchant vers lui. « J'attendais simplement. » C'est épuisant, Vincent, de regarder par-dessus son épaule tous les jours. De se demander si la personne qui marche derrière toi est celle qui va te tuer. « Tu n'as plus besoin de regarder, » dit Vincent avec férocité. « Je veillerai sur toi. Je brûlerai la ville plutôt que de les laisser te toucher. »« Tu as perdu ta ville ce soir, » lui rappela-t-elle doucement. « Je peux la récupérer. » Il se redressa, grimaçant, et approcha son visage du sien. « Mais ce soir, je me fiche de la ville. Ce qui m'importe, c'est que pour la première fois en 10 ans, je ne suis pas seul dans le noir. » Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux de star de cinéma. C'était un baiser désespéré. Il avait le goût de la vodka, de la pluie et du sang.
C'était le baiser de deux personnes debout au bord d'une falaise, décidées à sauter ensemble. Les mains de Sophie s'emmêlèrent dans ses cheveux, le tirant vers elle. Pendant un instant, ils n'étaient plus une serveuse et un caïd. Ils n'étaient plus que deux survivants s'accrochant à la seule chose solide dans un monde qui tournait à toute vitesse. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, Vincent posa son front contre le sien. « Demain, murmura-t-il, nous les tuerons tous. » Demain, acquiesça Sophie. Elle se blottit contre lui sur le canapé étroit, son bras lui servant de bouclier sur la poitrine. Pour la première fois depuis 10 ans, Sophie DeMarco s'endormit sans vérifier que la porte était bien verrouillée. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres sales de l'appartement d'Atoria, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Sophie se réveilla seule sur le canapé. La panique lui serra la poitrine pendant une fraction de seconde, jusqu'à ce qu'elle sente l'odeur du café. Un café instantané bon marché et horrible. Vincent se tenait près de la fenêtre, regardant à travers les stores. Il portait un T-shirt qu'il avait dû trouver dans la vieille commode. C'était un T-shirt touristique délavé, I Love NY, qui était 2 tailles trop petit et qui moulait son torse musclé. Dans d'autres circonstances, cela aurait été hilarant. Aujourd'hui, c'était tout simplement surréaliste. « Tu es réveillé, dit-il sans se retourner. « Nous avons un problème. » Sophie s'assit en se frottant le visage. « Un seul? » Je passais un appel depuis le téléphone fixe. J'appelais la seule personne en qui j'avais confiance. Mon frère, Dominique. Et il ne répondit pas. C'est Rocco qui a répondu. Vincent se retourna, le visage sombre. Rocco m'a dit que Dominique était mort. Ils l'ont trouvé dans le hall, la gorge tranchée. Sophie eut le souffle coupé et porta la main à sa bouche. « Oh mon Dieu, Vincent! » « Ce n'était pas le pire, dit Vincent, la voix glaciale. Rocco a dit que les images de vidéosurveillance montraient qui avait laissé entrer le commando Vanzetti. Ce n'était pas un pirate informatique. Quelqu'un a physiquement ouvert les portes de service de l'intérieur. Qui? Polly. Sophie s'est souvenue du locataire de gauche de l'entrepôt, celui qui avait mal traduit le graffiti. Polly est avec moi depuis que nous sommes enfants, a dit Vincent en écrasant le gobelet en papier dans sa main. Il était mon bras droit et il m'a trahi. Pourquoi? L'argent, le pouvoir, peut-être la peur, a suggéré Sophie. Les Vanzetti ont une réputation. Peu importe, a dit Vincent. Il a tué mon frère, il a brûlé ma maison. Et il nous traque. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas retourner à Manhattan. Ils nous attendront. On ne retourne pas là-bas, dit Vincent. On les fait sortir. Je sais où Polly sera aujourd'hui. Il est stupide. Il va essayer de mettre la main sur les biens. Il sera au parc à conteneurs de Red Hook. C'est là qu'on garde le stock. Tu veux te jeter dans un piège? Non. Vincent s'approcha de la table où reposait le pistolet. Il vérifia le chargeur. Je veux passer à l'action, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose de dangereux. Sophie se leva. Elle resserra la ceinture de sa robe de chambre en lambeaux, sentant une froide détermination s'installer dans son estomac. Dis-moi underscore, 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 oh, underscore, underscore, et underscore, 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 underscore. Le parc à conteneurs de Red Hook était un labyrinthe de canyons d'acier rouillé. La pluie avait cessé, laissant l'air lourd et humide. L'odeur de l'eau salée et du diesel était forte. Sophie marcha au milieu de l'allée principale, les mains dans l'air. Elle portait un T-shirt oversize, I Love NY, et un jean qu'elle avait trouvé dans la planque. Elle semblait petite, vulnérable. « Ça suffit », résonna une voix. Polly sortit de derrière un conteneur bleu. Il était entouré de 6 hommes. Ce n'étaient pas des soldats de Romano, c'étaient des étrangers, des mercenaires de Vanzetti. « Où est-il » cria Polly, son arme pointée sur la poitrine de Sophie. Il avait l'air agité, en sueur, les yeux rivés sur tout ce qui bougeait. « Il est blessé » hurla Sophie en retour, sa voix résonnant sur les parois métalliques. « Il est au motel de la 4e Avenue. Il m'a envoyé pour négocier. »« Négocier » Polly éclata de rire. Vincent Romano ne négocie pas. Il exécute. Il est en train de mourir dans la souffrance. Sophie mentit, puisant dans tout le chagrin qu'elle pouvait rassembler. Il se vide de son sang. Il veut juste savoir pourquoi. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Le visage de Paul se tordit. « Pourquoi? Parce qu'il est faible.
Il a laissé une serveuse lui répondre. Il a laissé les Vanzetti empiéter sur notre territoire pendant des années au nom de la paix. Il n'y a pas de paix. Sophie, il n'y a que le pouvoir. Et Salvatore Vanzetti m'a offert la couronne. Salvatore n'est pas là, n'est-ce pas? Demanda Sophie en regardant autour d'elle. Il est en route pour finir le travail lui-même, ricana Polly. Mais d'abord, je vais m'assurer que tu ne parles pas. Tu en sais trop sur les anciens dialectes. Il leva son arme. Maintenant, Sophie hurla en se jetant au sol. Du haut du conteneur bleu, une ombre bougea. Vincent ne sauta pas. Il fit pleuvoir des balles. Il avait un fusil de sniper qu'il avait récupéré dans une cachette secrète dans la maison sécurisée. Le premier tir toucha l'homme à la droite de Polly. Le deuxième toucha l'homme à sa gauche. Le chaos éclata. Les mercenaires se précipitèrent pour se mettre à couvert, tirant à l'aveuglette vers le sommet des piles. Sophie roula sous le châssis d'une remorque, rampant dans la boue. Elle avait le Beretta glissé dans sa ceinture. Elle n'était pas seulement d'un appât. Elle était le flanc. Vincent attirait les tirs, se déplaçant de conteneur en conteneur au-dessus d'eux, tel un fantôme vengeur. Mais Polly ne levait pas les yeux. Il cherchait Sophie. Elle vit ses bottes éclabousser les flaques d'eau près de sa cachette. « Sors, petite princesse !» Polly hurla. « Sors et meurs comme ton père. » Sophie se figea. « Comme mon père. » Elle sortit en rampant de l'autre côté de la remorque. Elle se leva. « Mon père est mort d'une crise cardiaque dans l'Ohio, » dit-elle d'une voix calme. Polly se retourna, pointant son arme sur elle, mais il hésita. Il souriait. « C'est ce qu'ils t'ont dit? » Polly rit. « Oh, Toro, Marco DeMarco n'est jamais arrivé dans l'Ohio. On l'a attrapé dans le New Jersey il y a 10 ans. Qui crois-tu qui nous a dit où tu étais? Il t'a livré pour mettre fin à la douleur, Sophie. Ton père t'a vendu pour acheter une mort rapide. Le monde bascula sur son axe. Le mensonge qu'elle avait vécu pendant 10 ans. Que son père était en sécurité. Qu'elle le protégeait. Tout cela s'écroula. Une rage aveuglante et brûlante envahit ses veines. « Menteur !» hurla Sophie. Polly appuya sur la gâchette. Au même moment, une forme noire tomba du ciel. Vincent atterrit sur Polly, faisant tomber le pistolet. La balle partit dans tous les sens, ricochant sur le conteneur métallique à quelques centimètres de la tête de Sophie. Vincent et Polly s'écrasèrent dans la boue. Ce fut une bagarre brutale et violente. Pas d'arts martiaux, juste des poings et de la rage. Polly était plus jeune, mais Vincent se battait avec la fureur d'un homme qui avait perdu son frère. Vincent reçut un coup de poing à l'épaule blessée et rugit de douleur, vacillant. Polly saisit l'occasion et sortit un couteau de sa botte. Il se jeta sur Vincent. Sophie ne réfléchit pas. Elle leva le Beretta. Elle ne trembla pas. Elle n'hésita pas. Bang! Polly se raidit. Le couteau tomba de sa main. Il regarda la tache rouge qui s'étalait sur sa poitrine. Il regarda Sophie, les yeux écarquillés de stupeur. « La serveuse » marmonna-t-il. Il s'effondra en arrière dans la boue. Mort. Vincent était allongé sur le sol, haletant, serrant son épaule. Il regarda le corps de Polly, puis Sophie. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Sophie baissa son arme. Elle se sentait froide, vide. Il a dit, « Mon père m'a abandonné. » Vincent se leva, titubant légèrement. Il marcha vers elle, ignorant la douleur. Il lui prit l'arme des mains et l'attira contre sa poitrine. « Il mentait pour te faire du mal, » dit Vincent fermement. « Les hommes comme Polly mentent jusqu'à la fin. »« Mais ici... »« Tais-toi » siffla Vincent en la faisant pivoter et en la poussant derrière lui. Des applaudissements lents résonnèrent dans le parc à conteneurs. De l'ombre de la porte principale, une limousine noire entra. La vitre s'abaissa. Un vieil homme au visage ridé comme une pomme séchée était assis à l'intérieur. Il était entouré de 10 hommes armés de fusils automatiques. « Salvatore Vanzetti, bravo !» croissa le vieil homme. Une tragédie shakespearienne. Le frère contre le frère et la fille au milieu. Vincent se tenait droit, protégeant Sophie. « C'est fini, Salvatore. Polly est mort. Tu n'as plus personne à l'intérieur. Je n'ai besoin de personne à l'intérieur. » Salvatore sourit, dévoilant ses dents en or. « J'ai l'avantage du nombre. 10 hommes contre 2, dont un blessé. » Salvatore ouvrit la portière et sortit, s'appuyant sur une canne. « Donne-moi la fille, » dit Salvatore. « Donne-moi la fille de Sora de DeMarco, et je te laisserai vivre, Vincent. Je te laisserai même garder ton territoire. Donne-moi simplement le sang qui m'est dû. » Vincent regarda les hommes armés.
Il regarda les chances impossibles. Puis il regarda Sophie. Il lui saisit la main. « Sophie, murmura-t-il, tu me fais confiance? » « Oui, répondit-elle, même si elle savait qu'ils allaient mourir. Vincent regarda Salvatore. Il sourit, un sourire terrifiant de loup. « Tu la veux! » cria Vincent. « Viens la chercher! » Il leva la main et appuya sur un petit détonateur qu'il avait pris dans la poche de Polly. Clic! Le conteneur à côté de Salvatore n'explosa pas. Au lieu de cela, les portées s'ouvrirent dans un sifflement hydraulique. Un grognement sourd émergea de l'obscurité du conteneur. Ce n'était pas une machine. Vincent n'était pas venu dans la cour juste pour se cacher. Il était venu à l'armurerie. « Baisse-toi, » dit Vincent. Il tira Sophie derrière une barrière en béton juste au moment où la tourelle de mitrailleuse lourde montée à l'intérieur du conteneur se mit en marche. C'était un piège que Vincent avait tendu des années auparavant pour un jour comme celui-ci, une sentinelle télécommandée. La cour explosa dans un vacarme assourdissant. Le rugissement assourdissant de la tourelle automatisée déchira le silence, déchiquetant la berline de luxe et envoyant les hommes de Salvatore se réfugier dans la poussière. Ce n'était pas une bataille, c'était un jugement. Vincent serra Sophie contre la barrière en béton, lui couvrant les oreilles alors que l'air se remplissait de fumée, de poussière et de l'odeur âcre de la cordite. Lorsque le vrombissement mécanique s'arrêta enfin, le silence revint, plus lourd qu'auparavant. Vincent se leva le premier, son arme levée, scrutant la dévastation. Salvatore Vanzetti gisait affalé contre les ruines de sa limousine. Sa canne brisée, son règne avait pris fin à cause de la modernisation qu'il avait refusé de comprendre. La menace qui hantait la famille de Sophie depuis une décennie avait disparu, ensevelie sous une pluie de balles dans un chantier naval boueux de Red Hook. Des sirènes retentissaient au loin. La police de New York avait enfin trouvé le courage de se montrer maintenant que la guerre était terminée. « Nous devons partir, » dit Vincent d'une voix rauque. Il tendit la main à Sophie. Elle la regarda. C'était la main d'un tueur, mais aussi celle qui avait recousu ses blessures et l'avait protégée des tirs. Elle n'hésita pas. Elle la prit. 6 mois plus tard, la réouverture du Lamasque fut l'événement mondain de la saison. Le restaurant avait été rénové. L'atmosphère guindée et prétentieuse avait laissé place à quelque chose de plus sombre, plus élégant et infiniment plus dangereux. Sophie traversa la salle à manger bondée, non pas vêtue d'un uniforme de serveuse, mais d'une superbe robe émeraude qui épousait chaque courbe de son corps. Elle ne portait pas de plateau, elle portait l'autorité. Elle salua l'élite de la ville, les juges, les sénateurs et les capitaines d'industrie avec un sourire poli qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Il savait désormais qui elle était. Elle n'était plus Sophie de Hoboken. Elle était Sophia DeMarco, la femme qui avait traversé le feu avec le roi de New York. Elle atteignit la table privée au fond, la table 4. Vincent l'attendait. Il était plus beau que jamais, son épaule complètement guérie, son costume si impeccable qu'il aurait pu couper du verre, mais ses yeux s'adoucirent dès qu'il la vit. Il versa 2 verres de vin. Les recettes ont augmenté de 40%, dit Sophie en s'asseyant, et le personnel de cuisine me craint. Tant mieux, dit Vincent en lui tendant un verre. La peur permet de garder la soupe chaude. Il se pencha en avant, lui prit la main par-dessus la table, ignorant les regards des autres clients. « Ora mère Regina », murmura-t-il d'une voix basse et intime. « Ilondo è nostro. » Et maintenant, ma reine, le monde nous appartient. Sophie sourit et leva son verre. Elle ne murmura pas. Elle parla clairement, laissant les tables voisines entendre, laissant la ville savoir exactement où elle se situait. 10 Vincenzo, Maricodati, Chick Commander dans Coa. Oui, Vincenzo, mais souviens-toi qui est le patron dans la cuisine. Vincent renversa la tête en arrière et rit, un rire sincère et joyeux que les murs du Lamas n'avaient jamais entendu auparavant. Le parrain de la mafia avait parlé en italien, et une fois de plus, la serveuse avait eu le dernier mot. Cette histoire ne parle pas seulement du frisson du monde souterrain de la mafia ou du danger d'une fusillade. Elle parle du pouvoir de la voix. Sophie était au départ un personnage invisible, une serveuse qui se fondait dans le décor, cachant sa véritable identité et son passé pour survivre. Mais lorsqu'elle a choisi de parler, de briser le silence dans ce restaurant, elle n'a pas seulement traduit une phrase. Elle a repris possession de sa vie. Vincent et Sophie représentent les 2 moitiés d'un monde brisé qui trouve de la stabilité l'un dans l'autre.
Vincent a trouvé quelqu'un qui ne craignait pas son pouvoir, et Sophie a trouvé quelqu'un qui pouvait la protéger sans la réduire au silence. Au final, ils n'ont pas seulement survécu à la guerre. Ils ont réécrit les règles du jeu. Cela nous rappelle que parfois, l'arme la plus dangereuse n'est pas une arme à feu. C'est la vérité dite au bon moment à la bonne personne. Si vous avez aimé cette histoire mêlant danger, romance et douce vengeance, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été Sophie? Auriez-vous répondu au patron ou seriez-vous resté silencieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À bientôt pour la prochaine. Ja, onset. One laps. Ah d'accord. Ah ça me tuait, je savais pas. Je savais pas. Остался один игрок. Pourquoi il me dit why you leave lamps alors que j'étais backside? J'étais même pas lamps, j'ai pas mis les pieds dans lamps. J'ai pas mis les pieds dans lamps, c'est bon? J'ai pas mis ne serait-ce qu'un seul pied dans lamps. J'ai mis sur le PC. Bah moi j'ai mis derrière. Moi j'ai mis derrière. Ouais, derrière, ouais, normiche, normiche. Ok. C'est qui m'a écrit ça? C'est Fate, ok. Mais merci, c'est gentil de vouloir m'aider en tout cas. Il faut un chamber? Барьер установлен. Wait, wait. IT chamber, my bad. Остался один игрок. Спайк установлен. Бросаю дымок. Ah, je suis trop nulle. Pourquoi il pique un par un? Et là, c'est moi le problème, là. Là, c'est moi le problème. Я ясно вижу свою цель. J'ai... D'un coup, le son était qu'habitué vient d'en hier. I don't know. Bah, c'est pas la même game, hein. C'est pas la même game, hein. Tout le monde a piqué un par un. On a les wins, mais je me pique, je sais pas. Je sais pas. On devait le gagner en plus parce que c'était notre buy round. Enfin, c'est notre bonus round. Du coup, si on gagnait, c'était free win. Relulu. Я вижу. Mais je sais pas, ils ont décidé Бурю, tous de я pique. сражаюсь. Tous de pique. Поиграть захотелось. Поиграем. Allez, Стена steps. готова. Сейчас рванет! Laisse-moi tranquille. Toujours la res qui me tue. Laisse-moi. Спайк установлен. J'aurais pas dû relancer. J'aurais pas dû relancer. Остался один игрок. Je pense qu'il faut switch, hein. Je pense le A, j'arrive pas. J'ai l'impression que ça sert à rien en A. Je sais rien en A. Je vais aller B. Je vais aller B, je pense. Вспышка! Ah. Merci. Je vais aller B, hein. Je pense là, le A, je sers clairement à rien. Hein. Je suis bien bottom frag. Je vais aller fantôme B, genre. Voilà. Et puis retake en A. Parce que bon, au moins, je suis là pour la retake, quoi. Parce que
Je meurs en première, j'ai 15 morts, alors je suis sage. Je suis pas censée. J'ai beaucoup trop de morts pour une sage en vrai. Je suis pas censée mourir autant. Все ради тех, кто ждет меня дома. Барьер установлен. Только ты и я. Ультимейт готов. Давай. One long. Planting. Спайк Oh, tu en es? установлен. Иду по следу. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Merde. Туда. Нормально. Остался один враг. Мусек. Мусек. Keep it short. Smoke spike, ouais. Nice. Исцеляю. Круто. Спасибо. Winnable! Merci en tout cas. Merci. Merci en tout cas, c'est très gentil d'avoir un peu galéré pour moi, merci. У нас еще Bonne половина. roquette! Je suis pas en THX. Ouais. Merci Loupi. Ouais, non, je suis pas en. Je suis en mode normal, genre. My heart is stereo. Nina, 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 no. Nina, 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 no. Давай, baby. Стена Sky on готова. B. But on Sky. Ай. Не подглядывать. Shower. Бросаю дымок. Should I say B? Non, essaye. Замечательно. Спайк установлен. Стикай one HP, one under. И вновь, как ни в чем не бывало. Один убит. Я помогу. Осторожно. Sky short. Все, погнали. Bro, exciting. Враг на А. Пока не могу. Понеслась. Остался один игрок. Oh là là, je mets un HP à tout le monde. Je mets 100 à Clove, je tue la Raze, je tue le ISO, et on n'arrive pas. Используйте их страх. On a tous 10 kills, au moins on est soudés, c'est bien. Просто стреляйте. Oui, merci de l'aide, c'est gentil, mais... Bon, bah c'est pas grave. En vrai, j'ai gagné 3 games. Dommage que j'ai fait une draw. Sinon, j'avais gagné la game d'avant, ce serait vraiment banger. C'est vraiment un gros banger. Oh, j'ai du montage à faire, il est 19h. 19h, bro. Go play spawn Clove avec Gopi. Ok. One long, Барьер isolant. установлен. Я помогу. Iso no shield long. Quelqu'un. Сорян. Перезаряжу. What we need to raise the stability. Цель ликвидирована. Остался один враг. Nice. Let's go, winnable. Let's go! Let's go! Let's go! Faut que je fasse la même game qu'avant, là. J'avais fait plein de kills. Là, j'ai mis 120. Mais je vise trop bas. Vous avez vu, j'ai mis... Quittez pas le corps. J'ai mis 120. Seulement, je mettais des petites têtes, là. Bra.
Mais je suis trop nulle. I'm so bad. Mais j'adore Bind. Ça fait plaisir de jouer sur une map que j'aime bien.